monde. Donc Soleil ami ennemi, c'est un titre effectivement un peu provocateur. En réalité, bon, évidemment, le Soleil, c'est notre ami. Regardez ce qu'il y a dehors, c'est magnifique. Mais moi, je suis dermatologue et effectivement, je vois assez souvent les dégâts que l'on peut avoir avec l'exposition solaire. Alors, en réalité, ces dégâts, ils sont évidemment dus au Soleil, mais ils sont souvent dus au comportement des gens vis-à-vis du Soleil. C'est pour ça qu'on parlera un petit peu du Soleil, mais également de toutes les techniques de prévention qu'on peut envisager. Alors, il y a un siècle ou plus, quand on allait au Soleil, il n'y avait pas de problème. Hein, on savait se protéger, hein, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de risque d'attraper des gros coups de soleil, peut-être éventuellement sur la nuque chez cette dame, mais vous voyez, le visage est bien protégé, là. Et il n'y avait pas trop de problèmes. Les seules personnes à l'époque qui avaient des problèmes, évidemment, c'est ceux qui travaillaient toute la journée dehors, c'était les paysans, c'était les pêcheurs, etc. Donc, en un siècle, effectivement, les choses ont évolué. Hein. Donc, où est-ce que ça peut donner? Et maintenant, on en est là. C'est-à-dire, est-ce que on va pouvoir continuer à vivre de cette façon-là, ou est-ce qu'il faudra quand même avoir un minimum de protection? Alors, donc, on va résumer les choses très vite avant de passer à d'autres problèmes. Donc, à faible dose, le soleil, effectivement, il est bénéfique. Pourquoi? Parce que la vitamine D est fabriquée par l'exposition solaire. Je vous rappelle que 5 minutes d'exposition solaire maximum par jour en restant habillé suffit à vous produire de la vitamine D en quantité suffisante. Donc, ce n'est pas la peine d'aller s'exposer dans des bancs solaires ou autres sous prétexte qu'on aura une hypervitaminose D. Alors, l'effet psychologique est important aussi. Lorsqu'il fait beau, évidemment, on est mieux, on se sent bien. Et puis, nous, en dermatologie, on utilise souvent les ultraviolets en thérapie. C'est ce qu'on appelle la photothérapie. Donc, c'est intéressant. À forte dose, alors forte dose délivrée en un seul coup ou forte dose délivrée peu à peu tout au long de la vie, ben là apparaissent les lésions cutanées, c'est-à-dire d'abord les brûlures, vous connaissez tous évidemment les coups de soleil, mais on voit également, nous, des pathologies cutanées, ce qu'on appelle les photodermatoses, toutes les allergies solaires et autres, on en reparlera tout à l'heure, et puis à plus long terme, vous avez le vieillissement cutané, comme on dit, photo-induit, c'est-à-dire qui prédomine sur les parties découvertes, qui s'associe au vieillissement chronologique, bien sûr, et puis, à plus long terme également, tous les cancers cutanés qui peuvent être dus au soleil. Alors, on va passer à des choses peut-être un peu plus théoriques, mais assez rapides, qui vont vous rappeler quelques cours de physique. Alors, le soleil, cet astre, donc, émet une quantité de rayonnement phénoménale, et la seule que nous sommes capables de voir en tant qu'humains, c'est la lumière visible. C'est une toute petite partie du spectre du Soleil, hein, qui s'appelle la lumière blanche et qui va du violet au rouge, hein, bien connu. Et puis à gauche, vous avez ce qu'on appelle les ultraviolets. Ils sont invisibles à l'œil, mais par contre, ils vont intéresser notre peau. Et puis vous avez les infrarouges qui également, de l'autre côté, sont invisibles et nous chaufferont notre peau. Alors, les ultraviolets, ceux qu'on reçoit sur Terre en tout cas, ce sont les ultraviolets A et les ultraviolets B. Alors, les ultraviolets A, c'est ceux qui sont les plus proches du violet, donc. Ils représentent 95% du rayonnement solaire dans ce domaine, et les UVB ne représentent que 5%. Alors, qu'est-ce que c'est qui différencie les UVA des UVB? Ben, c'est un phénomène de physique qui est connu depuis déjà très longtemps, à savoir que les ultraviolets B, eux, sont arrêtés par la vitre, alors que les UVA, ils traversent la vitre. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'on sait que les UVB donnent le coup de soleil, vous avez très très peu de chances d'attraper un coup de soleil derrière une vitre. Vous attraperez peut-être un coup de chaleur, mais vous n'attraperez jamais de coup de soleil. Alors, lorsque le soleil que vous recevez sur Terre, évidemment, la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le rayonnement direct, hein, celui qui fait de l'ombre, celui qui est protégé par le parasol. Mais vous avez d'autres types de rayonnements qui sont, d'une part, le rayonnement réfléchi, et ça dépend du sol. Si vous avez le sable, par exemple, ben, ça va vous réfléchir peut-être 20% de la radiation, tandis que si vous êtes sur la neige, vous arriverez à 80%. Et puis le dernier rayonnement,
tout ça se compose, bien sûr, c'est le rayonnement diffus, c'est-à-dire la lumière qu'on a par exemple dans cette pièce. Il n'y a pas de lumière directe, mais on y voit clair. Donc c'est ce qu'on appelle le rayonnement diffus. Grossièrement, le rayonnement direct, ça fait 40% du rayonnement global que vous recevez. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous un parasol, eh bien, vous êtes protégé de 40% du rayonnement du soleil. Tout le reste passe et influence votre peau. Alors, lorsque l'on regarde ce que l'on reçoit sur Terre, donc, vous voyez que le soleil émet plein de rayonnements. Ça part des rayonnements cosmiques, les rayonnements gamma, etc., etc. Ça va jusqu'aux ondes radio. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les UVB, les UVA, le visible et les infrarouges. Et là, vous voyez qu'il y a cette couche-là, qui est à 20 ou 30 km au-dessus de nous, qu'on appelle la couche d'ozone, qui a pour but, enfin but c'est une façon de parler, enfin qui a la qualité d'arrêter les rayonnements très nocifs qui sont ici, qui freinent une grande partie des UVB. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'UVB ici que là. Les UVA ne sont pas arrêtés, le visible non plus, les infrarouges non plus. Par contre, on constate que, et ça c'est logique, lorsque vous avez des nuages un peu foncés ou de la poussière ou de la fumée, le rayonnement visible est diminué, on y voit moins, et les infrarouges sont arrêtés par l'eau, notamment par les nuages, et de ce fait, lorsqu'un nuage passe, on a tout de suite un peu plus froid, tout simplement parce qu'il y a moins d'infrarouges. Alors, l'intensité du soleil, elle varie évidemment selon l'heure de la journée. Ça, c'est facile à comprendre, c'est tout simplement parce que la traversée de l'atmosphère est plus grande lorsque le soleil est incliné, donc le rayonnement est beaucoup plus faible, alors que le rayonnement est beaucoup plus puissant à midi, heure solaire. Ça varie également en fonction de la saison, et le solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, c'est le jour où vous avez le plus de soleil sur Terre, et c'est ce jour-là que l'on risque d'attraper le plus facilement des coups de soleil. Grossièrement, entre le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, et le solstice d'été, vous avez grossièrement 17 fois moins d'ultraviolet entre ces deux dates. Et ce qu'il faut, quand vous regardez cette courbe, vous vous rendez compte que finalement, vous avez autant de soleil le 21 juillet que le 21 mai, le 21 août que le 21 avril. Et ça, on n'y fait pas trop attention. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous promenez le 1er mai, vous avez autant de soleil que le 15 août. Alors que vous n'avez pas du tout cette impression, parce qu'il fait beaucoup moins chaud, bien entendu, mais la chaleur, elle est due aux infrarouges et évidemment pas due aux ultraviolets. Donc ça, c'est une notion à bien prendre en compte. Donc lorsque vous êtes le 21 septembre, vous n'avez pas plus de soleil que le 21 mars. Il faut faire attention à la réverbération, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. L'herbe réfléchit en maximum 10%, même 5%, à mon avis, ça suffit. Le sable, 15 à 20%, lorsque vous êtes sur la plage. L'eau, très peu, 20%, c'est souvent beaucoup moins, c'est même 5%, tout simplement parce que la mer n'est jamais d'huile. Il y a des tas de petits clapots dans tous les sens, ce qui fait que ça se répartit dans tous les azimuts. Et la réflexion de l'eau est très faible, en réalité. La neige, par contre, là c'est énorme, 85%, et c'est la raison pour laquelle les plus beaux coups de soleil, en général, s'attrapent au ski. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes sous un parasol, vous êtes protégé en théorie, vous pensez être protégé. En réalité, vous n'êtes protégé que de 40% du rayonnement solaire. C'est la raison pour laquelle, sous un parasol, on peut tout à fait attraper un coup de soleil lorsqu'on a la peau claire. On peut tout à fait faire une allergie au soleil avec un médicament que vous prenez. Donc, ça ne suffit pas, le parasol. Lorsque vous êtes à la montagne, 85% de rayonnement en plus, c'est-à-dire que si vous avez 100 de rayonnement, et bien au lieu d'avoir 100 de rayonnement solaire, vous avez 185. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous risquez d'attraper de très gros coups de soleil à la montagne. Également, l'eau. Lorsque vous êtes dans votre piscine ou à la mer, il ne faut pas oublier qu'à 1 mètre de profondeur, les ultraviolets conservent à peu près 40% de leur intensité de surface. Ça veut dire, lorsque vous êtes dans votre piscine, vous attrapez le soleil quand même, vous attrapez des coups de soleil quand même. Vous attrapez à peu près la même chose, disons presque la même chose que si vous étiez sur le bord de votre piscine. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'eau, que vous avez froid, que vous êtes bien, tout simplement parce que les infrarouges sont arrêtés par l'eau, donc vous n'avez pas chaud. Ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas être influencé par les ultraviolets qui, eux, pénètrent dans l'eau. Donc c'est pour ça que la piscine est un des endroits vraiment idéaux pour attraper un coup de soleil. Alors donc,
pour résumer, notre peau elle reçoit d'autant plus d'ultraviolets que le soleil est plus haut par rapport à l'horizon, c'est-à-dire le milieu de journée, c'est-à-dire la saison d'été, les latitudes proches de l'équateur. Vous voyez bien que quand vous regardez ces index UV, lorsque vous êtes au Kenya, vous avez un index UV de 17, alors que nous, à la même époque, on a un index UV de 8. Donc il faut faire attention quand on va dans ces endroits-là. Et puis l'altitude, j'en ai pas parlé, mais l'altitude, lorsque vous montez en altitude, il y a moins d'atmosphère à traverser, donc le rayonnement est beaucoup plus riche en ultraviolets. Et ça monte à peu près de 4% tous les 300 mètres. Alors vous comprenez, lorsque vous êtes à 3000 mètres, plus de la neige, etc., on peut attraper de très très gros coups de soleil. Et le soleil réfléchissant, j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, arrivons un petit peu à la peau, on n'en a toujours pas parlé. Donc la peau, c'est fait de plusieurs couches, bien sûr. Vous avez entendu parler de l'épiderme, du derme, de l'hypoderme, etc. Et les ultraviolets B, eux, qui représentent donc 5% de rayonnement, sont arrêtés assez vite. Ils s'arrêtent au niveau de l'épiderme, ils ne vont pas plus profond. Alors que les ultraviolets A, qui font 95% du rayonnement solaire, pénètrent assez profondément dans le derme. Donc les effets seront évidemment différents. Alors, quels sont ces effets? Bon, je vais les résumer très vite et puis après on en reparlera. Donc les ultraviolets B, pour vous rappeler un petit peu, les UVB c'est B. B c'est bronzage, c'est brûlure. Alors, donc ils sont arrêtés par l'épiderme, donc ils ne pénètrent pas beaucoup dans la peau. C'est eux qui stimulent le bronzage, mais c'est eux également qui donnent les coups de soleil. A c'est comme âge, c'est comme allergie. Ça pénètre plus profondément dans le derme. Et qu'est-ce qu'il y a dans le derme? Dans le derme, il y a des vaisseaux sanguins qui circulent. Donc, si vous avez des médicaments qui circulent dans le sang, vous pouvez avoir des réactions de photosensibilisation avec ces ultraviolets A. Dans le derme, il y a également des collagènes, de l'élastine, enfin toutes ces molécules qui assurent la souplesse de la peau. Lorsque les UVA abîment ces molécules, ces structures, évidemment, c'est le vieillissement cutané, ce sont les rides, ce sont les taches, etc. Et puis, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les allergies, les photosensibilisations médicamenteuses sont dues aux UVA. Alors, les deux, UVA et UVB, par contre, collaborent très bien entre eux pour altérer toutes les cellules de la peau. Et évidemment, lorsque les cellules de la peau sont altérées, à long terme, on peut penser qu'il peut y avoir des cancers de la peau. Alors, c'est ce qui se passe, lorsque le capital soleil, comme on dit, est épuisé, c'est-à-dire lorsque la peau vieillit, la peau ne peut plus se défendre tout simplement parce que vous avez endommagé des cellules à force. Ces cellules ne sont plus capables d'être réparées normalement par le système de réparation dont nous disposons en vieillissant. Ça diminue de plus en plus. Donc il y a des cellules qui sont irréparables et qui vont transmettre leur tare aux cellules filles et donner ensuite, évidemment, la possibilité de faire un cancer de la peau. Alors les effets immédiats du soleil, vous les connaissez tous, vous les avez plus ou moins tous, disons, vous avez peut-être tous subi ce genre de choses. Le coup de soleil, bon, ça fait partie du jeu. Quand il y a eu coup de soleil, c'est qu'il y a eu erreur. Soit vous êtes resté trop longtemps, soit vous n'avez pas mis la crème qu'il fallait, soit vous n'avez pas adapté votre temps d'exposition par rapport à votre phototype, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, on en paye les conséquences. En général, ça se passe ça commence à 6-8 heures après, et puis ça dure 24-48 heures, des fois plus, lorsque les brûlures étaient un peu plus importantes, puisqu'on peut quasiment aller jusqu'au 2e degré superficiel. Alors, il y a également des tas de maladies du soleil qui sont des effets immédiats du soleil. Je vous en ai donné quelques exemples. Bon, une allergie au soleil très banale que l'on rencontre souvent dans nos régions ou un peu partout, chez les touristes en particulier, c'est ce qu'on appelle la lucite estivale bénigne, c'est-à-dire l'allergie solaire en quelque sorte. C'est quelque chose de très banal qui survient en début d'été, lors des premières expositions, lorsqu'on n'est pas encore bien bronzé. Ça démange énormément, ces petites lésions en relief de la peau. C'est totalement bénin, puisque lorsque le bronzage est acquis, en général, ça disparaît spontanément, mais enfin, les premiers jours sont un peu pénibles et peuvent nécessiter évidemment un traitement, qu'il s'agisse d'un traitement curatif ou l'idéal, évidemment, un traitement préventif pour éviter que ça arrive. Alors, les photosensibilisations médicamenteuses, alors là, c'est un problème indiscutable qu'on revoit relativement souvent, notamment à partir de maintenant, mai-juin, c'est là où on les voit au maximum. Vous voyez par exemple ce pauvre monsieur qui était en t-shirt, et puis qui avait une montre aussi, vous voyez, et donc uniquement les zones exposées
alors qu'il avait pris quelque temps avant, je ne sais pas trop, peut-être un sulfamide ou un produit hypocholestérolémiant, je ne me rappelle plus. Il a fait cette réaction qui survient en général 24-48 heures après l'exposition solaire et qui peut durer longtemps et qui est très désagréable parce que ça pose le problème après de la prescription des médicaments, des précautions à prendre, etc. Puis vous avez une autre pathologie qu'on voit surtout au mois de mai-juin, c'est vraiment le bon moment de le voir, ça, c'est ce qu'on appelle la dermite des prés. Qu'est-ce que c'est la dermite des prés? C'est tout simplement la réaction de la peau à des végétaux lorsque ceux-ci sont irradiés par le soleil. Donc d'où le nom de dermite des prés, on en verra quelques exemples tout à l'heure. Et puis les photosensorialisations de contact, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont appliqué une crème sur la peau, qui ont été au soleil ensuite, et qui, dans les 24-48 heures après, ont fait une grosse réaction. Là, je prends l'exemple de cette jeune dame là, qui avait un torticolis et qui a appliqué un décontracturant sur son cou, qui a été au soleil en été à la plage, et puis 48 heures après a déclenché cette réaction qui peut être vraiment des fois très violente. Alors on voit ça souvent avec des décontracturants, beaucoup avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'exemple type étant ce qu'on appelle le kétoprophène. Et on voit souvent ce genre de réaction. Normalement, les pharmaciens avertissent les gens du risque d'utiliser ces produits en été sur des parties découvertes. Par contre, si vous utilisez ces produits sur une zone qui ne voit pas le soleil, vous ne risquez rien, bien entendu. Alors, des fois, on peut avoir des séquelles pigmentaires, des réactions colorées qui peuvent persister pendant des mois ou des années, comme par exemple à gauche, cette photosensibilisation au parfum. C'est quelqu'un qui avait utilisé une sorte de crème anti-moustique un peu trop parfumée, qui avait été au soleil après, voilà ce que ça a pu donner. Une autre réaction, un hypocholestérolémiant chez cette jeune dame. Vous voyez, donc ça peut faire des choses qui ne sont pas très jolies. Alors à plus long terme, là on était dans l'immédiat, si vous voulez, ou du moins dans les jours qui suivaient l'exposition, là c'est beaucoup plus longtemps après. Qu'est-ce qu'on voit? Au long terme, c'est le vieillissement cutané, le vieillissement actinique, le vieillissement dit photo-induit. Bon, celui qui est le plus connu, évidemment, ce sont ces rides qui prédominent sur les parties découvertes, les parties exposées. Alors, le soleil n'est pas uniquement responsable de toutes ces rides. Il y a le vieillissement cutané, il y a chronologique, il peut y avoir le tabac, il peut y avoir plein d'autres choses. Mais enfin, le soleil y participe beaucoup. Et puis vous avez ces taches brunes sur le dos des mains, bien connues sous le nom de fleurs de cimetière, qui traduisent simplement le fait que les gens ne se sont pas protégés le dos des mains parce qu'on n'y pense pas, on a travaillé dehors toute sa vie, et au bout d'un moment arrivent ces choses-là, c'est classique. Ici, vous avez ce qu'on appelle un erythrosis coli, pour parler latin, c'est cette espèce de coloration brunâtre et rouge que vous avez sur les faces latérales du cou, notamment chez ces dames. La peau normale ici, c'est celle-là, c'est là où c'est blanc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est protégé par le soleil à cet endroit-là. Le reste, ça traduit simplement le fait que cette personne est restée très longtemps au soleil, s'est souvent baladée et n'a pas été ne s'est pas protégée. Et puis vous avez là quelque chose de beaucoup plus inquiétant chez un sujet jeune, ces sortes, ce qu'on appelle des lentigos solaires, c'est-à-dire ces taches, ce n'est pas des taches de rousseur ça, c'est des taches brunes qui sont arrivées au décours d'un coup de soleil violent. Et ces lésions-là, là c'était un sujet qui avait 25 ans, même pas. C'est tout à fait inadmissible d'avoir ce genre de choses à 25 ans. Ça veut dire qu'on a fait des grosses imprudences. Et c'est risqué parce que ce genre de choses, c'est ça qui peut donner plus tard, éventuellement, des cancers de la peau. Alors, on va passer justement au cancer de la peau. Alors, ce que l'on peut dire en ce qui concerne les cancers de la peau, c'est qu'il y a une augmentation très régulière depuis des dizaines d'années à ce sujet. Deux possibilités de cancer de la peau qui sont rencontrées le plus souvent, ce sont les cancers de l'épiderme. L'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de la peau. Et puis le deuxième type de cancer, ce qu'on appelle les mélanomes, qui sont des cancers beaucoup plus graves et qui se développent à partir des systèmes de la pigmentation de la peau. Donc c'est un autre tissu. Et donc, les causes de pourquoi est-ce que l'on voit cette augmentation régulière de ces cancers actuellement? La première des causes, évidemment, c'est ce que l'on appelle l'exposition chronique professionnelle, c'est ce qu'on appelle le soleil subi. Le viticulteur, le marin, etc., il a tout le temps été dehors au soleil, et au bout d'un moment, les choses arrivent, et il est bien classique de voir ce genre de cancer ici, de la quarantaine ou la cinquantaine.
Mais il y a également, à côté de cela, des causes concernant la modification du comportement visuel du soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soleil choisi. La personne choisit délibérément de s'exposer au soleil. Pourquoi? Parce que les vacances ont augmenté dans leur durée, on va dans des destinations de plus en plus ensoleillées, et puis surtout, on peut avoir des comportements totalement inadaptés, soit par consommation excessive, et il n'y a qu'à voir se promener entre midi et 2 à Gruissant pour se rendre compte que les gens n'ont pas tout compris ce qu'il fallait ne pas faire, hein, c'est-à-dire on évite d'y aller à ce moment-là, alors que c'est là où il y a souvent le plus de monde. Hein. Et puis il y a également les fausses idées de sécurité, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah ben non, mais j'ai mis une crème solaire et tout, etc. » Mais il faut faire très attention, quand on met des produits solaires, il faut les mettre en quantité suffisante. Et bien souvent, ce n'est pas le cas, on en reparlera tout à l'heure. Et puis j'ai mis en dernière possibilité l'augmentation de la couche, enfin la diminution plutôt de la couche d'ozone atmosphérique. Alors c'était un sujet qui était très à la mode il y a 20-25 ans, qui était indiscutable, mais qui ne se produisait pas particulièrement dans notre région. C'était plutôt dans les zones antarctiques que l'on constatait ce trou de la couche d'ozone, qui était dû en réalité à la production, enfin du moins l'évacuation dans l'air de ce qu'on appelait les CFC, les chlorofluorocarbones qui étaient contenus dans les aérosols et qui détruisaient cette couche. Il se trouve que la production de ces CFC a été arrêtée et actuellement la couche d'ozone se reconstitue de façon très intéressante, très importante. Donc là on a vraiment indiscutablement un succès, c'est rare mais là c'est indiscutablement un grand succès et il n'y a pas actuellement de trou dans la couche d'ozone, du moins pour le moment. Alors les cancers de la peau, donc on va passer d'abord les cancers de l'épiderme. Les cancers de l'épiderme, donc la surface, vraiment le truc le plus superficiel de la peau, c'est ce qu'on appelle les épithéliomas. Vous en avez un exemple ici de ce vieux monsieur avec cette espèce de lésion en relief là, qui a poussé, disons, en quelques mois, ou même quelques semaines, qui l'inquiète un peu et qui évidemment va nécessiter la consultation. Alors c'est très fréquent dans notre région, on en voit très très souvent. C'est tout simplement en rapport, ça c'est vraiment en rapport avec l'exposition chronique tout au long de la vie. Il faut additionner des quantités de soleil pour arriver à déclencher cela. Ça prédomine de ce fait sur les parties découvertes. On voit essentiellement ça sur le visage, le dos des mains, enfin des zones qui voient normalement le soleil de façon chronique. Et puis, ça apparaît classiquement à partir de la cinquantaine, mais il semble qu'actuellement on le voit de plus en plus tôt. Et cette courbe montre bien justement l'augmentation progressive en fonction de l'âge. Vous voyez qu'à partir de 45 ans, ça commence à monter. Les épithéliomas, ils montent, et alors on en a un maximum, évidemment, en fin de vie. Alors, c'est relativement peu dangereux. Ça peut avoir des dangers, mais enfin, en général, c'est peu dangereux à condition de les opérer assez tôt. On les enlève et puis on n'en parle plus et tout est rentré dans... C'est pas pour ça, parce qu'on n'en a fait qu'un, qu'on n'en fera pas d'autres à côté, ailleurs, bien entendu, parce que toute la peau a été exposée. C'est ce qu'on appelait à l'époque, on disait toujours, les gens avaient des croûtes de vieux, ces espèces de petites lésions qui traînaient depuis des mois, puis qui d'un seul coup proliféraient, comme vous avez vu ici. Alors, à côté de ce cancer de la peau épidermique qui sont moyennement dangereux, vous avez le problème du mélanome. Alors, le mélanome, donc, c'est une tumeur qui est développée aux dépens des cellules de la pigmentation et qui apparaît soit sans lésion préexistante, vous avez brutalement une tache pigmentée de quelques millimètres qui se modifie rapidement, qui arrive sur votre peau, soit, dans à peu près 50% des cas, c'est la transformation d'un grain de beauté. Donc ce n'est pas systématiquement à partir d'un grain de beauté qu'on a un mélanome, bien entendu. Alors ça, par contre, à l'inverse des épithéliomas de tout à l'heure, ça peut survenir à tout âge. Il ne faut pas accumuler du soleil pour arriver à avoir un mélanome. On peut en accumuler un peu, mais ce n'est pas nécessaire à 100%. Le problème du mélanome, c'est qu'il y a plusieurs variétés de mélanome, et il y en a parmi eux qui sont excessivement graves, avec des durées de survie très brèves, de quelques mois, lorsque c'est déclenché, et c'est tout ça qui fait la gravité. Heureusement, ce ne sont pas les plus fréquents, bien entendu. Donc, si l'on veut éviter que justement cela pose problème, il faut avoir une détection précoce. Il faut faire très attention, dès qu'on a quelque chose, de le montrer à son docteur. Et le seul traitement, disons, pour essayer d'être définitif, si l'on peut dire, avec cette maladie, c'est de l'opérer le plus tôt possible. Parce qu'on peut, si on ne l'opère pas assez vite, avoir la possibilité de métastases qui sont beaucoup, beaucoup plus compliquées à soigner. Alors, le mélanome, c'est quand même le 9e rang des cancers chez la femme et le 10e chez l'homme. C'est 2,7% des nouveaux cancers, donc c'est quand même pas mal.
La fréquence double tous les 10 ans dans le monde depuis 1945, et c'est même encore plus actuellement, une espèce de courbe exponentielle. Hein. Et grossièrement, l'incidence mondiale, c'est à peu près 10 pour 100 000. Hein. C'est-à-dire que mondial, mais je prends mon exemple très précis de Narbonne, on voit actuellement en moyenne 1 à 2 mélanomes par mois, ce qui est beaucoup quand même. Hein. Et donc vous voyez l'incidence qui a monté hein, entre 1980 et actuellement. Hein. C'est passé par exemple entre 80 et 2005, c'est passé une incidence de 2,4 à 8,5 chez l'homme, de 3,9 à 9,5 chez la femme. Donc c'est quelque chose, indiscutablement, c'est un véritable fléau dont on commence à se rendre compte du danger. Hein. Alors les sujets à risque pour le mélanome, c'est quoi? Ben, ce sont des sujets qui ont des antécédents personnels ou familiales de mélanome, ça c'est indiscutable. C'est également des gens qui ont des antécédents de coups de soleil dans l'enfance, et ça c'est capital. C'est là où il faudra faire de la prévention. Le coup de soleil chez l'enfant, c'est inadmissible. Les sujets à risque également, c'est qui? Ce sont les gens qui ont beaucoup de grains de beauté dans le dos. On prend l'exemple de ces 3 personnes, là, qui sont des clientes. Hein. Nombre de grains de beauté supérieur à 40, là, il faut se méfier. Ça fait partie des choses sur lesquelles il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut surveiller, on va dire. Et puis, donc, il est nécessaire, donc, cette surveillance est indispensable, hein, parce que c'est là que vous allez pouvoir prendre éventuellement le mélanome à son début. Alors, donc, on fera attention chez les sujets à peau claire ou roux, hein, donc ça c'est sûr. Chez les sujets qui ont de nombreux grains de beauté, chez les sujets qui ont eu des antécédents de coups de soleil dans l'enfance, chez les sujets qui ont fait des séances de bronzage UVA, ça c'est très important, on en reparlera tout à l'heure, chez les sujets qui ont eu beaucoup d'activités en plein air, et on en voit de plus en plus bien sûr, et ceux qui ont des antécédents familiaux de mélanome. Alors il faut le faire régulièrement, alors tout dépend évidemment de l'inquiétude que vous en avez, mais disons, par exemple, je prends l'exemple de cette dame-là qui a de nombreux grains de beauté, qui a la peau très claire. Bon, il paraît recommandable de lui dire de venir voir son dermatologue 1 fois par an, à peu près, grossièrement. Hein. Mais il ne faut pas non plus inquiéter les gens pour rien. Mais il faut surtout lui donner des conseils de photoprotection, bien sûr. Alors, pour cela, lorsque on veut surveiller des grains de beauté, il y a une règle, la règle ABCDE. Alors, je ne vais pas détailler, mais c'est simplement pour vous montrer que A, ça veut dire asymétrie. Quand vous avez un grain de beauté normal, un grain de beauté bénin, un névus bénin, en général, c'est assez symétrique, hein, ça ne pose pas de problème. Alors que le mélanome, il est, en général, ça déborde un peu dans tous les sens. B, c'est quoi? Ben, c'est les bords. Ben, les bords, normalement, contours réguliers, alors que les mélanomes débutants sont souvent irréguliers, un peu festonnés, vous voyez là. C, ben, c'est la couleur. Hein. Alors en général, c'est assez homogène la couleur d'un névus classique, d'un grain de beauté classique. Souvent, dans le grain de beauté, le grain de beauté qui se transforme en mélanome, eh bien, il y a une modification, il y a plusieurs couleurs qui arrivent, hein, c'est hétérochromique. D ben, c'est le diamètre. En général, ce sont des grains de beauté, lorsque les grains de beauté sont petits, tout petits, on a moins de risques, c'est inférieur à 6 mm, on dit classiquement. Dans les autres, c'est en général nettement supérieur au niveau de la taille. Et puis, la chose la plus importante, c'est évidemment E. E, c'est quoi? E, c'est l'évolution, le caractère évolutif. Ce qui compte, c'est la modification de A, de B, de C ou de D. C'est là où vous devez vous inquiéter. Et pour voir une modification, il n'y a pas 50 méthodes. Il faut revoir les gens régulièrement et il faut surtout faire des photos. C'est très simple à faire actuellement, de faire des photos de soi-même, de voir son dos, etc., de voir s'il y a des choses qui ont évolué ou pas. Le dos, on n'arrive pas à le voir soi-même de toute façon, donc il faut faire des photos. Alors, donc tout ça, ça amène à avoir une bonne attitude vis-à-vis du soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis du soleil? C'est quoi? La bonne attitude, au départ, c'est le comportement, tout simplement, c'est-à-dire se méfier des circonstances à risque. L'eau, le sable, la neige, l'altitude, etc. Et puis surtout l'impression de fausse sécurité. Il y a un peu de vent, il fait frais, donc les infrarouges y partent facilement, on n'a pas chaud, ou on va se baigner, ou il y a des nuages qui passent, etc. Mais les ultraviolets, eux, ils sont là, ils continuent à agir sur votre peau. Il faut évidemment éviter les expositions entre midi et 16 heures. Midi et 16 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 10 heures et 14 heures, heure solaire, puisqu'on a 2 heures d'avance sur le soleil. Éviter les expositions prolongées, ça paraît évident.
Ne jamais s'exposer avec un traitement médicamenteux photosensibilisant. Alors qu'il s'agisse d'un traitement oral, il faut se méfier des anti-inflammatoires, certains antibiotiques, le cholestérol, médicaments à visée psychiatrique, etc. Mais surtout ceux que vous appliquez sur votre peau. Ça, c'est très important. Vous avez une entorse de la cheville, vous mettez un petit peu de kétoprophène dessus, vous allez au soleil, et puis il y a de grandes chances que vous ayez des problèmes. Donc il est important, si possible, de lire la notice. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, on n'est pas tous égaux devant le soleil. On n'est pas tous égaux parce qu'il y a des gens qui ont la couleur de peau très claire, d'autres qui bronzent très facilement, on voit de tout. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le phototype. Et donc, votre phototype, on ne va pas détailler là non plus, mais nous, en dermatologie, on le classe on a 6 types. Alors, vous partez de l'Irlandais de base d'Irlande du Nord, vraiment le gars très très clair, jusqu'au Sénégalais très foncé. Et puis, vous avez toutes les intermédiaires entre eux. Alors, ce qui définit le phototype, c'est la capacité ou non d'attraper des coups de soleil et la capacité ou non de bronzer. Et nous, dans nos régions, qu'est-ce que vous voyez comme type, comme phototype? En général, vous voyez des phototypes 2, c'est-à-dire le Celte, le Breton ou le gars du Nord qui vient passer sa retraite ici. Vous voyez également le 3, qui est le truc le plus fréquent, le plus courant en France. Et puis vous avez du 4, c'est-à-dire le type méditerranéen, qu'on voit assez souvent dans la région. Par contre, le 5, c'est plus rare, c'est l'asiatique, et le 6, c'est l'africain, donc ce n'est pas ceux que l'on voit le plus souvent, bien entendu. Alors, donc, en dehors du comportement, il faut privilégier les moyens de protection physique. Qu'est-ce qu'on appelle les moyens de protection physique? Eh bien, la meilleure protection et la moins chère, ce sont les vêtements. On n'a encore rien inventé de mieux. Un vêtement, un chapeau, des lunettes de soleil. Mais lorsqu'on utilise un chapeau, il faut que ça soit un chapeau à large bord, pas un truc comme ça. Il faut protéger le du visage. Et les lunettes de soleil, si on les utilise chez l'enfant, il faut qu'elles soient adaptées au visage de l'enfant, bien entendu. Et les vêtements anti-UV, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, vous allez compléter cette protection, si possible, avec les crèmes solaires. Alors, les crèmes solaires, donc, leur but, et ça il faut le dire au départ, ce n'est pas toujours compris par les gens, ce n'est pas d'augmenter le nombre d'heures passées au soleil. Ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah ben j'ai mis un truc 50, donc je vais pouvoir rester toute la journée, alors que normalement j'aurais pu rester qu'1 heure ». Ce n'est pas ça du tout. Le but d'une crème solaire, c'est de rester la même quantité qu'on serait resté sans crème, mais en sachant qu'on sera beaucoup mieux protégé. Donc ça doit être appliqué en quantité suffisante, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que si vous les mettez sur un corps entier chez vous, grossièrement c'est l'équivalent d'une balle de golf, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est 2 mg cm², c'est-à-dire ça fait 20 grammes pour 1 mètre carré. 20 grammes, si vous avez un tube qui fait 100 grammes, en 5 fois vous l'avez épuisé votre tube. D'autre part, elles doivent être renouvelées toutes les 2 heures. Et ces crèmes solaires, elles sont classées en coefficients de protection qu'on appelle des FPS ou des SPF, selon que c'est écrit en français ou en anglais. En théorie, si vous avez un facteur de protection de 10, ça veut dire que vous pourriez théoriquement multiplier votre temps d'exposition par 10 avant d'attraper un coup de soleil. En fait, la quantité que vous appliquez est toujours insuffisante, et ce qui fait que le facteur de protection réel est nettement minoré. Je vous donne un exemple. En moyenne, en France, alors qu'on dit qu'il faut 2 mg cm², les gens mettent en moyenne 0,5 à 0,8 mg cm². Ce qui fait que votre coefficient de protection, par exemple, de 50, il va tomber à 6, maximum, pas plus. Et pourquoi ils font ça, les gens? D'abord parce que des fois, ce n'est pas agréable d'avoir beaucoup de crème sur la peau, ou un lait ou un gel, et puis surtout, ça coûte cher, un écran solaire. Donc on évite d'en consommer trop. Alors les crèmes solaires, on va utiliser tel type de crème solaire, tel coefficient en fonction de quoi? Eh bien, d'abord en fonction de votre phototype, vous n'allez pas mettre la même chose si vous avez la peau claire ou la peau foncée. En fonction de l'exposition solaire, c'est ce que vous avez à la météo, c'est l'index UV. Et puis de votre activité, vous avez une baignade ou autre, etc. Alors vous voyez que par exemple, lorsque vous avez un phototype clair, ou disons le 2, le plus clair, l'irlandais, il faut une très haute protection. Cette très haute protection, ça veut dire 50+. 50+, ça veut dire que c'est au moins égal à 60. C'est paradoxal, mais c'est le terme consacré. Et si vous avez du 3 ou du 4, protection haute, c'est 50, ça va bien. Et puis en dessous, vous mettez du 20 ou du 30, vous n'avez pas besoin de mettre plus. Alors ça va dépendre également de ce que vous allez, de votre index UV, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si vous êtes vous allez faire un glacier, vous êtes sous les tropiques, vous avez un index UV qui est très élevé, supérieur à 9, ce qu'on ne voit pratiquement jamais sur un arbre, on ne le voit jamais, on n'arrive pas à ce genre de choses.
hein, et ben c'est la catégorie dite extrême. Il vous faut, pour un sujet de phototype 3, le temps pour impacter la peau et la santé, c'est moins de 15 minutes. Vous vous rendez compte, hein? Donc là, il vous faut une très haute protection, 50+. Si vous êtes en index UV qu'on voit à Narbonne, hein, 7 à 8, 5 à 6, c'est classique en été ici, c'est-à-dire la plage, activité extérieure longue, donc catégorie très élevée. Donc le temps pour impacter la peau et la santé, quand il y a un 7 à 8, il faut 20 minutes, et il faut moins de 30 minutes pour que vous êtes 5 à 6. Hein. Donc là, vous mettrez un coefficient de protection 50 quand vous êtes là, ou 30 ou 40 à ce niveau-là. Et puis, s'il y a la vie au grand air classique, bon, on circule, on n'est pas trop longtemps dehors, enfin, on se protège facilement, ben là, on n'a pas besoin d'utiliser des produits importants, 20 suffit. Ben, je vous rappelle qu'un produit solaire ne peut avoir la qualité définie de produit solaire que s'il a une coefficient de protection au moins égal à 6. Si c'est en dessous de 6, ce n'est pas un produit de protection solaire, ce n'est pas considéré comme un produit de protection solaire. Alors, mais par contre, le soleil et les plantes, ça ne fait pas toujours bon ménage non plus quand on va se promener dans la garrigue. Et, par exemple, actuellement, elle est en fleurs, ou elle commence à fleurir, la rue dite fétide. Hein. Alors, c'est ces espèces de petites plantes qu'on voit en garrigue, avec ces fleurs un peu vertes, enfin ces feuilles vert glauques, là. Hein, vous allez vous en trouver partout, hein, facilement. Et puis, ça fait ces magnifiques fleurs jaunes, assez grandes, hein, elles sont très belles. Et c'est à l'origine de fréquents accidents de photosensibilisation avec des petites bulles, enfin des traces de peau. Hein. On voit ça lors des balades en garrigue ou d'escalade, lorsqu'on est en short en particulier. Si vous êtes habillé, évidemment, vous n'aurez pas de souci. Hein. C'est par contact, c'est-à-dire que les gens circulent et il faut un contact très bref. Hein. Un contact de, je ne sais pas moi, quelques secondes suffit. Hein. Ça suffit. Contact de quelques secondes suffit. Hein. Alors, c'est un drame à 3 acteurs, une photosensibilisation avec une plante. Il faut de la peau, il faut du soleil et il faut la plante. Si possible, une plante un peu humide. Hein. Donc, c'est pour ça que pas toujours en garrigue, pas uniquement pour, on ne met pas des shorts toujours, parce que d'abord, on peut se griffer si on est en short, et puis surtout, on peut attraper ce genre de problème, surtout à cette époque-là maintenant. Ça, c'est la période des photosensibilisations aux végétaux actuellement. Les voyages scolaires et tout, etc., c'est classique, on en voit tout le temps. Le figuier aussi, n'oubliez pas le figuier. Le figuier, c'est très riche en psoralène, très riche, et fait partie des plantes les plus riches en psoralène, donc en molécules photosensibilisantes. Hein. Alors on a cette espèce d'aspect défiguré, ouais, comme ça. Alors c'est au bout de 24 heures que ça arrive, maximum 72 heures, mais surtout ça laisse des séquelles pigmentaires. Hein. Les gens, ils ont ces taches brunes, et puis l'année prochaine, ils vont de nouveau au soleil, ils vont de nouveau avoir les taches brunes, parce que c'est les séquelles, c'est l'histoire de la peau qui revient. Et le figuier, hein, aussi bien les feuilles que le suc du figuier peuvent donner ce genre de problème, et on en voit chaque année systématiquement au mois de juin. Pourquoi? Parce qu'en juin, le figuier fait d'immenses... il pousse beaucoup, les gens en ont marre, ils coupent leurs branches. En général, il fait chaud, donc ils sont torse nus, ils trimballent la chose, et on voit régulièrement ce genre de problème comme ça, très fréquemment. Hein. Et puis là, un exemple, le panais. Le panais, vous savez, c'est très à la mode, le panais. C'est très riche en psoralène aussi. Ben là, c'est l'histoire de ce petit enfant qui était du côté de Perpignan, qui avait mangé une purée de panais et qui avait été dégustée au soleil. Alors, évidemment, il n'en avait pas mis que dans la bouche du panais, il en avait mis un peu sur les joues parce que ce n'était pas très précis. Hein, et donc, ça s'était déposé sur les joues avec le soleil. Et puis voilà ce que ça a donné quelques heures plus tard. Et puis après, il avait les séquelles un peu, mais qui ont disparu. Après, ne vous inquiétez pas, il est revenu à l'état normal. Donc il faut se méfier aussi. Hein. Vous voyez des choses toutes bêtes, toutes simples, auxquelles il faut penser. Hein. Alors les parfums aussi, faites attention, parce que les parfums, ça contient, c'est d'origine végétale aussi, ça contient des psoralènes. Vous voyez ce que ça donne, hein. Alors, je ne fais pas de réclame pour eau sauvage, mais de temps en temps, on voit. Donc quand vous allez au soleil, évitez de mettre du parfum avant. C'est-à-dire qu'on ne met pas du parfum avant d'aller à la plage. Le délai minimum entre l'application du parfum et l'exposition solaire, c'est 4 heures. C'est-à-dire que si vous en mettez le soir, vous ne risquez rien. Le matin, il vaut mieux éviter. Alors les enfants. Alors, les enfants, c'est un sujet un peu à part, à mon avis, parce que l'enfant, il est indiscutablement surexposé par rapport à l'adulte. On estime que 50% de la dose cumulée d'ultraviolet entre 0 et 60 ans, ben, vous l'avez reçu avant l'âge de 20 ans. Et les enfants et les adolescents, ils passent en moyenne 1h30 à 5 heures par jour à l'extérieur. Un tiers des ados ont eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois lorsqu'on les interroge. Et 30 à 80% des enfants ont un coup de soleil en été, selon les études.
Et d'autre part, n'oublions pas que le risque de mélanome se construit dans l'enfance. C'est les coups de soleil dans l'enfance qui risquent de vous donner des mélanomes. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc le rôle des parents, il est capital dans les premières années de la vie. Capital, parce que les enfants, ils vont les imiter dans leur attitude vis-à-vis du soleil. Si vous avez des parents qui s'en foutent complètement, qui s'exposent de façon anormale, et bien les enfants feront pareil. Et surtout, l'enseignement se fait par l'exemple. Il ne faut pas dire « ne faites pas ce que je fais » ou « faites ce que je ne fais pas ». Ça ne marche pas, ça. Alors il y a une petite règle toute bête, je vous ai mis cette ombre là tout simplement pour vous dire qu'il y a une règle toute simple à expliquer aux gamins, c'est que lorsque leur ombre est plus courte que leur taille, c'est danger. Lorsque leur ombre est plus grande que leur taille, il n'y a pas de risque. C'est simplement un problème d'inclinaison du soleil par rapport à l'horizon. Alors, pas d'exposition avant 12 mois, ça paraît évident. Pourquoi? Parce qu'à jusqu'à 12 mois, la peau, elle n'est pas normale, entre guillemets. Alors, il faut privilégier le port de vêtements anti-UV chez le petit enfant. Pourquoi? Parce que c'est peu coûteux, ça ne vaut pas cher, les trucs anti-UV actuellement, en tout cas c'est moins cher que les crèmes. Le coefficient de protection est très élevé et ça correspond à des normes très précises, ils sont toujours 50+, et ils ne perdent pas leur propriété au lavage. Au plus vous lavez un vêtement UV, au plus il est efficace, contrairement à ce que vous imaginez. Par contre, ils doivent être ajustés à la taille. Alors, pas comme dans ce cas particulier où c'est un peu grand par rapport aux gamins, là, il n'y a pas de risque. C'est surtout lorsque l'on met un vêtement un peu trop petit par rapport à votre taille, qu'est-ce qui se passe? Les mailles s'écartent et le soleil passe. C'est des choses simples, mais il faut le savoir. Il faut avoir également un chapeau à large bord, bon là c'est le cas, dans ce cas particulier, et des lunettes adaptées à la taille du visage de l'enfant. Alors, les crèmes solaires, bon, évidemment, ça peut compléter la protection chez l'enfant. C'est ce que je vous disais, 2 mg/cm² sur toute partie exposée, donc aura et nuque, dos des mains. 20 minutes avant. Alors, l'idéal, ça a été prouvé et confirmé, c'est que si vous voulez utiliser une crème solaire, il faut l'utiliser à peu près un quart d'heure. Il faut l'appliquer un quart d'heure ou 20 minutes avant l'exposition, c'est-à-dire avant de partir à la plage, quasiment. Et vous le renouvelez 20 minutes après le début de l'exposition. Et là, vous avez une protection très longue, très intéressante. Il faut privilégier les crèmes et les laits par rapport au spray. Pourquoi? Parce que les sprays, il peut y avoir des problèmes d'inhalation chez l'enfant, ce n'est pas toujours simple, et ça pique les yeux aussi. Et donc, si vous devez l'utiliser, projetez d'abord sur la main du parent, et puis le parent l'appliquera sur l'enfant, bien sûr. Et pensez à utiliser ces crèmes dans toutes les activités extérieures, et pas uniquement à la plage. J'ai toujours l'idée, chaque fois je le répète, s'exposer au soleil, pour les gens, c'est souvent rester allongé à rien faire sur la plage à Gruissan. Non, s'exposer au soleil, c'est traverser la rue. Que vous soyez à Narbonne, sur la place de la mairie, à prendre le soleil, que vous soyez à Gruissan, c'est la même quantité de soleil que vous prenez, surtout si vous êtes habillé un petit peu de façon décolletée ou avec un débardeur. Et puis je vais terminer par ça, bronzage artificiel, vous savez, les trucs d'UV. Alors ça, les dermatologues sont systématiquement et strictement contre cette pratique, absolument. Le bronzage artificiel n'a jamais préparé la peau au soleil, contrairement à ce que les gens croient. C'est une agression qui se rajoute à celle du soleil. Le seul problème, c'est qu'en général, les grands adeptes du soleil sont également les grands adeptes du bronzage artificiel, et on voit des dégâts impressionnants. Et on estime que le bronzage artificiel multiplie par 8 le risque de mélanome. Donc, il n'est toujours pas actuellement, il n'y a pas de législation très stricte actuellement. Il y a quelques pays où c'est strictement interdit, le bronzage artificiel actuellement, c'est le Brésil et je ne sais trop où encore. En France, c'est plus ou moins, disons, plus ou moins légiféré à ce sujet, mais c'est c'est pas bien fait actuellement. Il n'y a pas de grande surveillance à ce sujet. Donc, si un message que les dermatologues veulent faire passer, c'est éviter ce genre de choses. Voilà. Voilà, je pense avoir terminé les choses importantes. Je vous remercie de votre attention. Et puis, bon, je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, mais qui pourraient peut-être être l'objet de la discussion. Je vous remercie.